Bienvenue dans ISM, un espace dédié à celles et ceux qui créent entre deux rives, des artistes venus d'ailleurs ou nés ici de parents venus d'ailleurs, des voix qui portent en elles plusieurs cultures, plusieurs langues et mémoires. Dans ce podcast, nous tendons l'oreille aux récits dont l'art est traversé par la migration, l'exil ou l'héritage. Qu'est-ce que cela change de créer quand on est pétri de deux mondes? Chaque épisode est une rencontre, une conversation intime où l'on questionne les racines, les influences, les doutes et les élans. Car l'art est rarement neutre. Il dit, raconte et invente. Ici, à la croisée des chemins, comme un isthme entre deux pays. Je suis ravie de recevoir dans ce nouvel épisode Karim Mahfouf, plus connu sous le pseudonyme Gips. Illustrateur, auteur de bande dessinée, Gips, enfant d'Alger et également comédien et marionnettiste. Il est né à la fin des années 60 d'un père algérien et d'une mère française. Ses albums évoquent avec beaucoup d'intelligence et d'humour la situation sociale et politique de son pays d'origine, mais traitent aussi de l'arrivée en France d'un immigré algérien. Il questionne les clichés et la place qu'on tente de trouver dans ce nouveau pays. Le parcours d'un binat, comme il le nomme parfois dans ses textes. Un binat qui veut dire littéralement entre-deux. Enfin, c'est moi qui le lis comme ça. Un entre-deux, peut-être comme un isthme entre l'Algérie et la France. Bienvenue Karim, je suis vraiment contente de te recevoir dans mon podcast. Merci beaucoup, Messia. Comment vas-tu ? Ça va. Ça va bien ? Alors. Super. Est-ce que tu souhaites que je t'appelle Gips ou Karim durant l'entretien ? Je sais pas, les deux passent. Je réponds aux deux maintenant. D'accord. Mais Gips, Gips, c'est le pseudo que j'ai pris quand j'ai commencé à faire du dessin de presse. Je me cachais derrière ce pseudonyme et je pensais que c'était tout à fait normal d'avoir un pseudonyme quand on faisait du dessin de presse, quoi. Après. Ouais. Et qui veut dire quoi, Gips ? C'est le vautour en grec. Le vautour en grec. Voilà, c'est ça. D'accord. Super. Écoute, je te propose, si tu es d'accord, durant cet échange, de revenir sur ton parcours personnel et artistique entre les deux pays qui t'habitent, donc l'Algérie et la France. On va voyager un peu entre les deux rives et on commence, si tu le veux bien, par ton enfance. Donc, si j'ai bien compris, t'es né et t'as grandi à Alger ? Alors, je suis né à Alger, j'ai grandi à Alger, je me suis marié en Algérie. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait en Algérie. Et puis, à 28 ans, la situation était celle qu'elle était. Et ça m'a donné envie d'aller un peu voir ailleurs, quoi. Ça m'a encouragé à aller voir ailleurs, quoi, parce que je pense que sinon, j'aurais pas bougé. D'accord. Justement, comment était ton enfance là-bas ? Quel souvenir gardes-tu ? Sympathique, l'Algérie, les années 70 quand je suis enfant, 80 adolescent, et je suis parti en 95. Donc, oui. Voilà, donc j'ai des années rigolotes à Alger, d'un môme qui grandit dans un quartier populaire, mais avec des parents plutôt ouverts d'esprit, etc. Donc, toujours de la lecture à la maison. Et puis après, j'ai fait comme tous les potes d'Alger, quoi. Oui. J'ai fait la chaîne pour aller chercher du lait, du pain. Enfin voilà, on a tous connu cette enfance de gamin d'Alger. Je jouais au foot dans la rue. Voilà. Mais en même temps, moi, je suis quand même un enfant privilégié, puisque à l'adolescence, déjà, j'avais des parents qui étaient ouverts d'esprit, vraiment. Donc, je pouvais avoir des copines qui venaient à la maison. Mes potes pouvaient venir à la maison. C'était ouvert. Ça, c'est une grande chance par rapport à beaucoup de gens, quoi. Et qu'est-ce qui, si là je t'évoque Alger, c'est quoi le mot ou le souvenir ou une sensation à laquelle tu penses en premier ? L'Iguia. L'Iguia. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'Iguia ? L'ennui. L'ennui. L'ennui du vendredi après-midi.
C'est ça qui caractérisait... Sinon, voilà, tu me dis une image qui me revient, là, comme ça. Après, ça dépend des états d'esprit. J'aurais pu te parler de fête. Non, là, il fait froid aujourd'hui aussi. Dès que et tu restes à la maison et il n'y a rien. Il n'y a rien. Même à la télé, il n'y a rien. Et est-ce que c'est dans cette légia, dans cet ennui, que tu as commencé à dessiner alors? C'est clair que l'ennui, c'est ce qui crée la création. C'est ce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où on n'a plus le temps de s'ennuyer, puisque tu peux toujours avoir un téléphone entre les mains, tu commences à scroller, etc. Tu es sans arrêt sollicité, puis tu as les outils aussi pour te distraire. C'est vrai. Ce qu'on n'avait pas, si, on avait les bouquins, mais bon, quand tu fais la queue au supermarché, tu vas pas prendre un bouquin, te mettre à lire... Alors que le téléphone, tu le sors, tac, tac, et puis pendant que tu fais la queue, donc ton esprit n'est plus disposé à la créativité, quoi. Alors je sais pas, en tout cas, il s'ennuie pas. Tu le laisses pas s'ennuyer. Moi, je sais que l'ennui, oui, parce que tu n'as rien à faire, donc j'ai commencé à dessiner aussi parce que j'aimais ça et que ça me permettait de me raconter des histoires en dessin. Et tu as commencé quand? À l'adolescence, à l'enfance ou un peu Ah plus non, tard? je pense que me raconter des histoires, j'ai toujours fait ça. D'accord. Depuis que je suis tout petit, et des fois quand je regarde, quand je m'en souviens, etc., je faisais des dessins un peu comme le foot, comme tu sais FIFA ou bien les trucs de bagarre. D'accord. Voilà, je faisais mes jeux vidéo à moi tout seul. Et je me Donc des planches de jeux vidéo. Non, quoi. c'était même pas des planches. Je prenais une feuille comme ça et puis je racontais, je dessinais partout. Enfin, mes parents m'en ont souvent reparlé, etc. Et puis je parlais à haute voix et je faisais les bruitages et tout. Ah oui. Je faisais les avions. Ah oui, Voilà. donc Mais finalement... ça, c'est l'enfance. Oui. Après, ça, c'est l'enfance. Après, très jeune ado, j'essaye de faire mes premières BD. C'est violence, etc. Je pense que je trouve mon truc qui m'intéresse fin des années 80. Voilà. Là, vers 18 ans... Je commence à faire plus du dessin d'humour avec des personnages différents et le dessin politique et sociétal surtout parce que ça m'intéresse plus que le politique. Ça arrive, j'ai une vingtaine d'années. Je commence à faire du dessin sérieusement à 20 ans, d'abord pour faire rigoler les copains et puis... Donc c'était vraiment présent le dessin depuis tout petit, quoi. Oui, mais pas le dessin au sens graphique. Travail. Je suis pas. Maintenant ça va. Mes personnages se reconnaissent, etc. Mais j'étais pas un virtuose du dessin. C'était en mode d'expression, quoi. C'était plus un mode d'expression. Pour raconter des histoires que, waouh, il dessine bien. Oui, je comprends. C'était plus, c'était en mode d'expression, mais c'était pas dans la performance, quoi. C'est pour ça que je suis allé vers le dessin de presse, surtout, et même mes BD, quand je fais une BD, c'est du dessin de presse, c'est juste raconté différemment, mais les personnages sont relativement simples. Et puis, en plus, j'avais, moi, la référence qu'on avait en Algérie, BD et tout, c'était Slim, et qui est un peu ce que je fais aujourd'hui, quoi. Ouais, justement, j'allais te poser la question, justement, durant toute cette période d'enfance, d'adolescence et de jeune adulte, quels étaient tes modèles ou les artistes qui t'ont le plus inspiré? Tu parles de Slim, donc c'est... Oui, Slim, parce que Slim, il m'a montré qu'on pouvait raconter des histoires sur l'Algérie. Sinon, après, j'avais eu la chance de voir d'autres BD, les Lucky Luke, les Astérix, enfin, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, hein, mais... Ouais. Et puis, il n'y en avait pas en Algérie, donc c'était les copains qu'on avait, ou les parents, quand ils allaient en France, ils te ramènent une BD ou deux. Voilà, on était contents. Voilà, mais on n'était pas abreuvé de BD comme on peut l'être aujourd'hui en France, et en Algérie encore moins, parce qu'il y avait pas 100 librairies, quoi. Si, après, on a grandi alors tous les jeunes de ma génération qui ont grandi en Algérie ont connu Pif Gadget. Voilà, on a eu ça aussi. C'est vrai. Mais ça, c'est l'enfance. Après, ça s'est arrêté quand j'étais adolescent. Et ensuite, donc, professionnellement, j'ai lu que tu t'étais dirigé vers des études plus dans l'énergie à un moment. Oui, ça, c'est les études. C'est-à-dire que quand j'avais... tu passes ton brevet, tu passes ton bac, c'est un parcours classique... en te disant, il va falloir quand même... Tu trouves un métier. Ouais, et puis surtout, après, j'aurais pu faire étudiant aux Beaux-Arts, mais
je sais pas, j'ai pas voulu aller vers ça. Parce que j'avais mes études et que j'estimais que j'étais pas. Puis je me voyais pas faire de la BD en Algérie, quoi. Il y avait pas, on t'enseignait pas la BD en Algérie. Je savais pas qu'un jour il y aurait eu du dessin de presse et qu'on aurait pu essayer de vivre grâce à ça. Et donc après, professionnellement, le dessin a commencé effectivement par l'expérience du dessin de presse, dans la presse écrite algérienne, notamment dans l'hebdo Libéré. Et puis vient une première BD qui est Peace and Love, dans laquelle tu décrivais la situation politique et sociale de la décennie noire. En faisant, je l'ai relu dernièrement, plus un travail aussi de documentaliste en fait. Vraiment, tu as rapporté les faits historiques et en injectant beaucoup d'humour dans cette tragédie. Quelle était la place de l'humour dans ton travail? C'est vrai que moi, j'ai beaucoup ri là en relisant tous tes albums, mais j'ai vraiment beaucoup ri. Il y a une place importante de l'humour. C'est normal, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que comme je suis pas un graphiste extraordinaire, donc tu vas pas t'éclater sur mes dessins. Ce qui va t'entraîner, si j'arrive à te prendre par la main, ça sera par mon texte, ma manière de raconter l'histoire et la manière ton humour. Mon humour, ça te fait rire, tu as envie de continuer, tu te dis En tout cas, j'ai beaucoup ri. Et je te remercie. Et Peace and Love, alors Peace and Love, c'est particulier parce que Peace and Love, je suis encore en Algérie. Et Peace and Love, je veux témoigner de ce que je vis. C'est un bouquin de témoignage, mais instantané, c'est-à-dire qu'il s'est passé un truc avec Peace and Love. Je ne sais pas si vous avez connu, si vous l'avez connu, Saïd Mekbel, donc le chroniqueur d'Al Watan. Et j'étais à la maison, je vivais chez moi et j'avais un pote dessinateur aussi qui s'appelle Dahmani et on était en coloc chez moi et on bossait tous les jours, etc. Et dans une des planches qu'il y a dans Peace and Love, je me sers du personnage de Saïd Mekbel parce qu'il va servir à raconter, à parler de... Et on n'arrive pas à le... J'ai juste la toute petite photo qu'il y avait dans le matin, mais vraiment tout petit, on n'arrivait pas vraiment à le croquer. Pourtant, il est assez simple, hein. C'est un monsieur avec des lunettes et une belle moustache. Et un jour, on est en décembre 94, on va faire du sport avec mon pote comme ça, et puis on voit en grand une photo de Saïd Mekbel. Viens, regarde, il y a la photo de Saïd Mekbel, elle est en grand, elle est... Ah merde. Ah, il venait de se faire assassiner. C'est pour ça qu'il y avait sa photo en grand dans le journal. Voilà. Ça fait partie des choses. Ça remonte à il y a plus de 30 ans et ça me... Qui t'avait marqué, ça nous a marqué. Mais toi, enfin, voilà. Moi, j'ai été touché comme tout le monde. Et puis, on a des amis. Bon, Rero, mon ami Soumeya Belkhancher, Nazim Mekbel, le fils de Saïd. Enfin, des potes qui ont été touchés dans leur chair. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui ont été... touché simplement par mais pas dans ma chair, juste dans le quotidien. C'est pas pareil. Et donc ensuite, t'es parti justement, t'as quitté l'Algérie en quelle année? 95. C'était, voilà, alors on continue sur Peace and Love, je fais Peace and Love, je suis encore à Alger, je fais Alger, au fur et à mesure, je dessine et je me dis, je vais aller en France, voilà, je vais prendre une BD avec moi et je vais tout casser. Mais je voulais avoir un truc, voilà, parce que beaucoup d'amis sont venus en France pour poursuivre leurs études et tout. Moi, je venais pas pour faire des études. J'avais envie d'essayer du dessin, vivre autre chose. En gros, c'est ça. Qu'est-ce que je m'ennuie? Enfin, je m'ennuie, ça va pas. J'en ai marre de faire du dessin de presse. Je m'entendais pas vraiment avec. Enfin, la situation ne me plaisait pas trop. Donc, je me dis, je vais me casser, puis je vais essayer autre chose. Tu l'as dit, je suis de maman française, donc j'ai pas ce problème de papier aussi. J'arrive, ça c'est pas un problème. Oui. Ce qui est aussi une grosse chance par rapport à tous les copains qui ont galéré. Oui. Voilà, moi j'avais un petit papier. Voilà, et j'arrive avec Peace and Love, donc en 1995 en France, et je l'auto-édite, puisque je ne trouvais pas d'éditeur, donc je l'ai auto-édité, et puis on vivotait comme ça, et c'est comme ça que j'ai rencontré Sidi Bémol, Rero, enfin tout plein d'amis. Et donc voilà, tu es venu en France avec l'envie de poursuivre une carrière artistique, en fait, de vivre de ton art en tout cas. J'avais envie de vivre autre chose surtout, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir fait le tour en Algérie, et puis j'ai 28 ans, et je me dis, bon, écoute, il est temps d'aller voir autre chose, quoi. Pourquoi pas?
Ouais. Et tu te souviens un peu de tes premières impressions en arrivant? T'es arrivé à Paris ou dans une autre ville? Non, je suis arrivé à Paris direct. Ouais. Et t'as des impressions qui te restent de peut-être ces premiers jours Une impression qui m'est restée à Paris, c'était, je suis arrivé septembre, après 95, il y avait eu la grosse grève de novembre et tout. Et puis, il faisait pas beau, il faisait pas beau, il faisait pas beau, il faisait froid, il faisait pas beau. Et puis, un jour, je vois le soleil. Tu vois, on habitait un petit 2 pièces avec la maman des enfants. Et je vois le soleil comme ça. Je dis, ah, je mets ça, ça il fait beau. Je sors comme ça, je descends les escaliers, je sors dehors et tu as le froid. Avec le froid de la montagne que je connais, j'avais pas vécu depuis des années. Tu dis, c'est pas vrai, putain, il y a du soleil, mais en plus, il fait froid. Voilà. Donc, c'était vraiment le Ouais, froid, je quoi. m'en étais servi à un moment. J'ai fait. À Paris, c'est quand il y a. En hiver, à Paris, c'est quand il y a du soleil qui fait le plus froid. Voilà, ça m'avait marqué. Oui, c'est vrai que c'est différent, du coup, j'imagine. Ah ben, en Algérie, quand le soleil revenait, il faisait bon, quoi. Ouais, c'est pas Mais c'est comme la à même Marseille, chaleur. quand il y a du Ouais. soleil, sauf s'il y a du vent, mais s'il y a le soleil est là, il te réchauffe. Et là, il réchauffait rien du tout, le soleil. Et du coup, après cet hiver froid, en tout cas en 98, tu sors un album qui a pas mal cartonné, algérien. Tu en fais même un one-man show dans lequel tu parles plus voilà, des gens, de la situation sociale en Algérie. Euh, Aujourd'hui, là, avec le recul, quand tu repenses à cette expérience, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Sur Algérien? Ouais. Ben, Algérien, c'est. On est donc, oui, c'est ça, 98. On est encore, donc, nous, en Algérie, en plein terrorisme, etc. Et la conclusion de l'album, c'était. En gros, ça fait. Parce que Peace and Love, c'est que du dessin de presse, c'est du dessin d'humour noir, c'est de la politique, etc. Et je me suis dit, mais moi, j'aime Je crois que parler tu des vas gens, dire ça ce que me j'avais fait. envie Voilà, de lire. ben. L'épilogue, c'est ça? Voilà, c'était l'épilogue. En gros, alors donc, je ne vais pas te spoiler ta fin, ta conclusion. Donc, oui, algérien, c'est envie de parler de manière plus légère et c'est plus drôle de parler de la société, de nous. C'est ça. m'amusait. Justement, en fait, j'ai noté un passage que moi, j'ai trouvé très beau dans l'épilogue de cet album où, en fait, cet album, il évoque la vie, finalement. Et donc, il y a un personnage qui s'adresse à toi et te dit non, mais c'est scandaleux, cela fait 7 ans qu'on vit l'horreur. Et toi, tu parles de la vie sexuelle en Algérie, de la chichi, donc entre parenthèses, c'est les petits bourgeois d'Alger, et des exilés. Et puis, par quoi tu réponds? Bah, ça fait 7 ans qu'on parle que de la mort. Et moi, j'ai envie de parler de la vie. C'est exactement ça. J'avais cette envie de. C'est plus léger. Puis et puis, il y avait un truc aussi. Genre, et j'avais été voir les gens de Charlie Hebdo, j'avais rencontré Tinius et tout, et puis on discutait comme ça, et puis il me disait, mais tu sais, les dessins que toi tu fais, nous on peut les faire, quoi. Et c'est vrai, c'est du dessin de presse, c'est de la politique, on force le trait sur les intégrés, sur les barbus ou sur les militaires, enfin voilà, c'est. Eh ouais, ça, moi, maintenant je vais te faire un truc, tu peux pas le faire. Algérien, tu peux pas le faire. Si tu n'as pas vécu en Algérie, voilà. Donc voilà, je vais vous raconter plus la société. Et c'est ça qui a conduit aussi à l'écriture d'Algérien, le spectacle. Voilà, c'est-à-dire je me suis servi de la BD, si tu revois le spectacle, pour pouvoir en faire, un stand-up, un one-man show, un peu. En tout cas, tu y décris vraiment voilà, la situation sociale. Moi aussi, ce qui m'a frappée, c'est aussi ton féminisme. Parce que par endroits, tu injectes comme ça plein de moments où tu parles de la situation de la femme, de ses injustices, de ses combats. J'ai trouvé ça très beau. C'est-à-dire qu'en plus de dépeindre la société algérienne, ben voilà, les jeunes qui s'ennuient, les parcours un peu chaotiques. Il y a aussi, en tout cas, moi j'ai lu ça en relisant cette BD, qui avait un côté très féministe dans tes écrits, en tout cas. Oui, mais j'ai poussé le bouchon le plus loin possible avec mon dernier album, en tout cas sur l'Algérie, qui est Algérienne. Et là, je raconte l'histoire. Bon, je parle de féminisme, enfin, mais ça m'amusait de raconter parce que je m'étais penché sur le combat
féministe, mais en Algérie, parce qu'il y en a toujours eu un combat féministe en Algérie, etc. Et c'est comme ça, donc tu cherches, tu documentes, etc. Oui, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce qu'en plus, c'est une cause qui est importante, et donc j'ai trouvé ça super de retrouver ça en BD. Ouais. Et donc après, d'une façon générale, tous les thèmes que tu abordes traduisent ton parcours. Donc il y a eu Peace and Love quand tu étais dans la presse écrite, puis après Algérien, pour décrire, comme tu disais, un peu la vie dans ce chaos. Et puis, au fil du temps, ton regard se porte de plus en plus sur ta vie en France. Donc il y a eu ensuite une œuvre qui est Algérien en France, dans lequel tu questionnes l'immigration, est-ce que c'est immigration, est-ce que c'est exilé, l'intégration, les clichés aussi dont on peut souffrir quand on arrive en France. Et justement, dans cet album, tu décris aussi l'exil, sa solitude, sa difficulté, et tu évoques aussi le mot binat, donc entre deux mondes. Moi, c'est ça qui m'intéressait aussi, parce que ça résonne aussi avec la métaphore du podcast. Donc, peux-tu un peu m'en parler, un peu plus de ce mot binat ou je ne sais pas comment tu le prononçais, toi. Non, c'est pas une invention, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est binational. Et binational, donc binat. C'est-à-dire binational, donc les enfants de double nationalité, généralement de parents, de père algérien et de mère française. C'était surtout à ces gens-là que ça s'adressait, ce mot-là. Après, tu peux être mère yougoslave, mère russe, mais cela était moins taxé de binat. Voilà. Et en arabe, binat, c'est entre deux. Binat, voilà, c'est ça, binat, voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment, ça vient de binationalité, binational, et donc de passeport, de culture surtout. Ouais. Voilà. Et toi, il y a eu des moments où tu te sentais vraiment entre deux, ou, enfin, comment mais tout le temps. C'est tout le temps. Ça dépend de l'ambiance qu'il y a chez toi, mais moi, à la maison, papa kabyle, francophone, berbérophone, arabophone, quand papa il parle en arabe. J'étais mort de rire, c'est pas sa langue. Voilà, j'ai des efforts, mais tu sentais que non, mais très à l'aise en français. Et, voilà, et maman, c'était moi à la maison, on parlait en français. Moi, quand j'étais à l'école la première fois, le prof, il m'a dit « Ref ». J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il venait, tu sais. Mais en même temps, je comprends, tu sais, c'est comme les primo-arrivants en France. Ces gamins qui arrivent, qui arrivent à l'école et c'est pas leur langue. Ouais. Et toi, ta langue maternelle, c'était le français. Bah oui, ta mère est c'était le français. C'est-à-dire, moi, quand j'étais petit, puisque... j'en parle maintenant, tu sais aussi que je fais aussi en France des spectacles de théâtre, on va en parler, etc. Alors juste là-dessus, c'est où je comprends quand je fais des spectacles pour des enfants en France, mais qui n'ont pas encore appris le français. En Guadeloupe, je peux jouer en Guadeloupe, mais avec des enfants, le français, c'est pas encore leur langue. Ils parlent en créole à la maison. Ils sont tout petits, ils ont 3 ans. Donc après, au bout de 6 mois, 1 an, ça y est, le français, etc. Et je sens quand je raconte les histoires qu'ils captent pas tout. Ah ouais. Et c'est moi, quand j'étais à l'école petit en Algérie, au début, je captais pas tout. Puis après, j'ai appris. Voilà. Mais parce que mon cas est particulier. J'ai d'autres copains qui binationaux, mais chez eux, ça parlait en arabe, ou sinon il y avait les grands-parents, il y avait les cousins, etc. Donc eux étaient immergés. Moi, mes parents, leurs potes, c'était français aussi. Donc je me suis retrouvé... c'est plus le français que tu as entendu. J'ai entendu français, c'est français petit, à la maison, français jusqu'à l'école. Avec les copains des parents, etc. Juste, je t'ai dit, t'arrives à l'école et rêve. C'est debout, du coup, en français. Ok, très bien. Du coup, c'est ça, tu disais aussi à un moment que quand tu décrivais ces binates, que en fait, du coup, ils se sentaient un peu algériens, un peu français, mais que finalement, l'expérience de l'exil, c'est qu'une fois qu'ils sont partis, c'est dans la douleur de l'exil, je reprends tes termes, dans la douleur de l'exil, que ceux-ci se sentent totalement algériens. Ah oui, alors en tout cas, moi, c'est ça. Mais je pense qu'on est beaucoup... Je parlais d'un personnage. Alors, c'est-à-dire que je me suis intéressé à la culture algérienne, vraiment, quand je suis arrivé en France.
C'est-à-dire, quand j'étais en Algérie, j'écoutais Police, j'écoutais les Supertramp, j'écoutais très peu de musique algérienne. Il n'y avait pas non plus de trucs qui m'intéressaient. Il y avait des trucs. Alors, Chiabé, c'était pas mon truc. J'avais pas du tout. J'avais pas l'oreille bercée par ça. Et que les chants, c'est de la poésie en arabe, donc tu n'es pas sensible. Si tu comprends pas les paroles, tu n'es pas sensible à la poésie, etc. Et en arrivant en France, oui. Mais j'avais entendu une fois Mazir Kateb dire la même chose aussi. Tu cherches, voilà. Mais ça m'intéresse plus qu'avant. Et puis il y a aussi peut-être le fait que j'ai grandi avec l'âge, etc. Je pense qu'il y a un mélange des deux. Mais l'exil te donne envie de qu'est-ce que j'ai quitté et les regrets de ne pas avoir fait tout ce que j'aurais pu faire en Algérie quand j'y étais. Parce que j'ai pas suffisamment voyagé en Algérie, alors qu'on aurait pu. Bon, après, il y a eu le terrorisme, donc ça nous a bloqués. Mais on n'avait pas trop cette culture, et avec mes parents, et puis même avec les potes et tout, on n'avait pas. Bon, on allait un peu à la montagne, etc. Mais on n'avait pas dit que la culture, on prend le sac à dos et on va aller dans le sud, ou là, on va aller à Constantine, à Naba. Enfin, voilà, j'ai pas visité ce pays autant que je l'aurais voulu, mais rien n'est perdu. Mais c'est vrai, ce que tu dis ici, c'est. En tout cas, c'est commun à plusieurs expériences où les gens, en fait, se raccrochent ou en tout cas redécouvrent ou veulent découvrir la culture d'origine, mais en étant loin. Donc, est-ce que peut-être... je me suis dit en préparant ça, est-ce que c'est... parfois, il faut s'éloigner pour mieux aimer, je ne sais pas. Mais j'ai retrouvé ça justement dans ton album où quand tu parlais de cet immigré qui, pour la première fois, lisait Nejma de Kateb Yassine, mais en France, où, pareil, des personnages il y en a un qui propose à l'autre, bon, tu viens, on va voir les Rolling Stones en concert, et puis l'autre lui dit, non, j'ai CD bémol, j'ai un concert. Je peux pas aller voir CD bémol. Tu vois, donc en fait, c'est ça, c'est de vouloir retrouver ce que tu décrivais, en tout cas vouloir redécouvrir ou connaître, ou peut-être par nostalgie aussi, de se rapprocher. Oui, puis peut-être que je le sentais comme un manque, moi peut-être. Et puis il y a aussi une histoire d'âge, c'est-à-dire j'arrive, j'ai la trentaine, je commence un peu aussi à m'intéresser à d'autres choses. Avec l'âge, on s'intéresse, on ouvre un peu plus les trucs. Et pour la musique, on a aussi quand même... alors déjà, j'ai rencontré des musicos, donc ils t'entraînent avec eux. Et il s'est passé des choses à ce moment-là aussi. On a l'Orchestre National de Barbès qui arrive, on a Gnawa Diffusion qui arrive, on a Sidi Bémol qui arrive, on avait Gadet Bouchard qui arrive. Et moi, je suis immergé, en plus j'ai de la chance, je suis entouré de copains qui sont musicos, qui sont dans ce monde-là et tout. Donc je m'immerge avec eux. Monde artistique, je rencontre des plasticiens, enfin je rencontre aussi beaucoup d'artistes algériens, mais en étant arrivé en France. Et d'auteurs. Qui t'en nourrit durant voilà, Slimane Ben Aïssa, alors on avait vu, il y avait ce qu'il faisait en Algérie, mais il y a aussi tout ce qu'il a fait en France. Et là, on pouvait aller le voir au théâtre, etc. J'ai plus vu, je pense, Slimane Ben Aïssa en France qu'en Algérie. Oui, mais du coup, ça te permettait aussi de rester connecté, peut-être. On se faisait du bien aussi. Je sais pas, ces moments, tu sais, toutes les soirées dans des lieux informels comme à l'Ousine, où on se retrouvait, qui était un collectif d'artistes, etc. Tu as dû en parler avec Sidi Bémol, oui, bien sûr. On se faisait du bien. Je pense qu'on avait tous vraiment besoin de se retrouver. Et c'était un lieu de rencontre. Quand il y avait des concerts autour de l'Algérie et tout, on se retrouvait, tu retrouvais des potes d'Alger que tu n'avais pas vu depuis longtemps, ça permettait de retrouver les contacts, etc. Donc c'était chouette. En fait, il y avait effectivement toute cette ambiance autour de toi qui te permettait de retrouver l'Algérie, mais est-ce que ton travail, autant qu'illustrateur et BDiste, te permettait aussi de la retrouver à travers tes dessins ? Je pense que je mettais en dessin, oui, ça me permettait de la retrouver, mais c'est plutôt ça me permettait d'en parler et de m'en amuser. C'est-à-dire qu'il y a un regard amusé aussi. C'est-à-dire je me taquine moi-même quand je parle de la nostalgie. Ça m'amuse. C'est-à-dire, ok, mais on va pas faire dans le pathos non plus. Voilà, c'est marrant.
Ça te permettait de témoigner de ton vécu et de transmettre aussi. C'est souvent du vécu, ou des choses qui ont été vécues un peu à côté de moi au niveau de des histoires que je raconte, quoi. Oui, des témoignages un peu, enfin, c'est ça. Oui, c'est un témoignage, c'est une manière de partager comme une discussion, quoi. Mais au lieu de discuter, parce que l'avantage quand tu fais une BD, c'est qu'il n'y a personne qui t'interrompt, ils disent que c'est comme un one-man show, quoi. C'est moi qui parle. Et aussi peut-être pour transmettre aux générations futures un peu. Alors, je pense qu'il y a de ça aussi. Et pour les enfants, c'est ça. Bon, c'est tout ce que je leur laischerai comme héritage, je leur ai dit. Oui, ton histoire. Donc, je vous laisserai les BD. Voilà, je vous laisserai les planches, les dessins, etc. C'est super comme témoignage, en tout cas, comme héritage. Et tu as eu des retours un peu sur ce travail-là de Algérien ou Algérien en France, des retours qui t'ont marqué justement par rapport... Parce que toi, tu t'inspirais de ton vécu, de témoignages de personnes proches pour décrire. Est-ce que tu as eu des retours de personnes qui étaient peut-être pas dans cette sphère algérienne et qui témoignaient d'autres choses, ou il y a des choses qui te... Alors, en BD, c'est compliqué. Ben, déjà, il n'y avait pas les réseaux, donc tu peux pas, tu postes un truc et puis après tu lis les commentaires et tout. Donc ça n'existait pas. Et en plus, moi, c'était d'auto-édition, donc vraiment des trucs... les retours que j'ai eus, c'était plus après le spectacle. Ouais. Parce que tu joues, tu as passé... 1 heure avec les gens, et après je dédicaçais les BD, donc ce qui permettait une rencontre, parce qu'en plus on n'est pas sur des grandes salles, on est sur des petites salles et tout, donc si on est 20-30 personnes, après on peut rester, discuter, etc. Et c'est là j'ai eu plus de retours directement, mais comme le BD, les BD, le spectacle, c'est le même discours en vérité, quoi. C'est raconté juste de manière différente. Et là, j'ai eu des moments chouettes, quoi. Ouais. Parce que tu as un rapport direct au public, donc, et sur les rires, et sur les moments d'émotion, voilà. Et après le spectacle, quand on en discute. Oui. En tout cas, j'invite tout le monde vraiment à redécouvrir ces œuvres, ou à découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que vraiment, ça revient sur une situation... politique et sociale de l'Algérie des années 90 et 2000, mais aussi sur vraiment l'expérience de l'exil d'un Algérien en France. Et je trouve ça, avec beaucoup d'humour, hyper intéressant. Tu y traites aussi de la situation politique en France aussi, vis-à-vis de l'immigration, parfois. Ah, mais surtout, c'est parce que c'est... Alors là, en plus, c'est drôle, parce que je suis en train de retravailler sur le spectacle, donc, et de me dire un peu... Qu'est-ce qui a changé en 30 ans? Voilà, ça fait 30 ans que je suis en France maintenant. C'est une vie. Et je me dis, qu'est-ce qui a changé entre quand je suis arrivé en 95 et la France en 2025, 2026, enfin voilà, quoi. Donc, et même au niveau de la place de l'étranger, de l'immigration, c'est fou, c'est passé 1 milliard de choses, etc. J'imagine, ouais. Et donc, là, pour l'instant, je suis en train de retravailler dessus, et puis super, tu donc diras, un nouveau projet. quand le projet sera finalisé, voilà. On viendra te voir. Voilà, parce que là, encore... Donc, ce sera un one-man show, c'est ça? Toujours, voilà, mais toujours, je vais me servir d'Algérien comme squelette. Ouais. Et puis retravailler autour, justement, et plus raconter en vérité, parce qu'avant c'était assez décousu, mais là ça serait raconter vraiment le parcours. Voilà, la France, comme ce qu'on est en train de faire là en podcast, quoi. Ma vie en Algérie, comment c'était, puis après la France, et à chaque fois parler de comment ça a évolué, qu'est-ce qui a changé, parce que c'est... Oui, ton regard, ton ressenti... Ouais, c'est ça, c'est drôle, et puis c'est drôle des deux côtés, quoi, parce qu'il y a des aberrations, des trucs, voilà. Par exemple, ce qui a changé en France pour les étrangers quand je suis arrivé, on parlait pas de grands remplacements, c'est un terme qui n'existait pas, le racisme anti-blanc, ça n'existait pas, les musulmans, c'était considéré comme des braves gens, et l'islam comme une religion. C'était comme ça. Voilà, de temps en temps, il y en avait qui nous reprochaient un peu le bruit et l'odeur, mais sinon, ça allait. Puis après, au début des années 2000, il y a un nouveau terme qui est arrivé. Il faut s'intégrer.
Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce... Voilà. Ouais, Et tu ne peux pas l'intégration. rester là-dessus. Et ça permet de dire, et bien voilà, on est passé les étapes du regard des médias, parce que je pense que les gens ne sont pas trop changés, enfin. Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir. Moi, dans mon entourage, je ne le sens pas. Je n'ai jamais ressenti de racisme. Alors, je n'étais pas là adolescent, et puis à l'âge adulte, tu le vois. Tu sais qu'il y a des gens, tu entends des discours, etc. Mais dans ma vie, surtout en vivant à Paris, je ne l'ai jamais ressenti fortement. Mais l'ambiance, par contre, je trouve que l'ambiance me fait de plus en plus peur. En tout cas, oui, tu questionnes effectivement oui, on est dans une ère un peu particulière là. Hein. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça que j'ai envie d'interroger. Et puis je pense qu'il y a même aussi... j'avais décidé d'arrêter le dessin de presse et tout. Dès que ça y est, j'ai dit ce que j'avais à vous dire, c'est très bien. Et là, je me dis, il y a peut-être des trucs... Il y a des choses peut-être encore ouvrir un peu sa gueule, même si je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Mais ça nous fait du bien. Oui, oui, oui. Moi, je sais que ça me fait du bien d'aller voir des gens qui pensent un peu... pas comme moi, mais qui ont la même réflexion sur ce monde et qui en parlent avec humour. Voilà, oui. donc, Et oui, de questionner l'époque, quoi. Ouais, questionner l'époque, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans. Et ça, je trouve que ça peut être sympa. Ah ben, on a hâte de Vous voir direz. ce nouveau projet. Ouais. Et donc après, il y a eu une période avec moins de publications jusqu'en 2021, où là, il y a eu l'album Papa Situation publié chez Depuis, où tu racontes ta parentalité à l'ère des réseaux sociaux. Mais entre-temps, c'est un peu ce qu'on connaît moins de toi. En fait, tu as une grande carrière de comédien et de marionnettiste dans une compagnie qui travaille principalement sur des spectacles pour jeunes enfants. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ah oui, déjà, ça fait 25 ans que je fais ça. 25 ans, ah ouais. Et c'est, tu vois, quand je te dis j'arrête un peu le dessin de presse, etc., genre, j'ai plus rien à vous dire. Et puis, ce monde devient une caricature, donc c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Et le travailler avec les enfants sur un spectacle, c'est ce qui me convient le mieux, quoi. Voilà, c'est-à-dire, après c'est un boulot, hein, donc il faut se lever, etc. Mais raconter des histoires à des enfants de maternelle, donc, ou CP-CE1, donc vraiment, moi, entre 3 et 7 ans, ils te croient. Ils croient que la marionnette, elle est vivante. Tu les prends par la main. Donc tu leur racontes avec des marionnettes. Ah oui, c'est un spectacle de théâtre et de marionnettes pour la compagnie des Trois Chardons. Et puis en plus, c'est une compagnie qui va dans les écoles et qui apporte le spectacle dans les écoles. Parce qu'il y a des enfants qui ont la chance d'avoir des parents qui les amènent au théâtre, etc. Puis malheureusement, t'en as beaucoup qui verront jamais de spectacle de leur enfance. Et les Trois C'est amener Chardons... la culture à l'école. Et les Trois Chardons, ça amenait le spectacle à l'école, dans les banlieues, dans les petits villages perdus au fin fond de la France, etc. Donc, tu fais beaucoup de tournées. Ah oui, j'ai fait beaucoup de tournées, j'ai été partout en France. Et c'est pour ça qu'aussi, d'abord, je trouve que c'est vraiment un très très beau pays, mais avec des gens très sympas partout, quoi. Donc, et puis surtout des petits bouts à qui j'ai raconté des histoires. J'en ai. Ben là, t'en parles, t'as des petites étoiles dans les yeux. Ça se voit que tu aimes vraiment ça. C'est 3/4 d'heure où tu prends et où tu amènes des enfants, tu fais rêver des mômes, quoi. Et c'est bien, parce que les adultes, c'est autre chose, mais faire rêver des mômes, c'est beau, voilà, ouais. T'as des schtroumpfs et tout, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ah, c'est super. Ouais, en tout cas, ça me donne envie de... Je connais le théâtre des Trois Chardons, et ça me donne envie un peu de découvrir un peu ton travail un peu plus avec les enfants. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, dans le monde dans lequel on est, c'est un peu l'espoir, hein, les enfants, l'enfance. On est d'accord. Et donc ces spectacles, ça fait 25 ans, tu continues à travailler. Et est-ce que tu as d'autres types de spectacles ou c'est principalement avec... C'est vraiment, moi, je travaille je suis comédien, marionnettiste pour la compagnie des Trois Chardons. Donc, je ne saurais pas écrire pour des enfants. J'ai l'impression que c'est simple. Tu lis l'histoire, tu le restes. Et non, c'est hyper... Enfin, c'est pas... Je ne sais pas faire. Oui, voilà, d'écrire. Écrire pour des enfants, je sais, leur raconter des histoires, jouer avec eux, jouer les histoires avec les marionnettes, ça j'aime beaucoup, quoi. Après, écrire un texte pour les enfants, je ne saurais pas faire.
Et est-ce que dans ce que tu fais, dans le théâtre ou la marionnette, tu sens que ta double culture nourrit ton travail ou pas spécialement? Non, je crois pas. Non. Non, je pense que là, ma double culture, elle est dans mes œuvres à moi, dans ce que fait Gyps en vérité, ou même dans Papa Situation, puisque je parle de l'Algérie, enfin, voilà, ça m'amuse, etc. Mais dans les spectacles pour enfants, non, c'est... Après, j'y mets peut-être ma personnalité, mais ça, c'est ma personnalité à moi, c'est mon rapport au mot, et comment je les prends par la main, mais c'est pas, je pense pas qu'à ce niveau-là, oui, il y a quelque chose. Mon côté algérien ressorte. Et donc cette partie théâtre, comédie a pris, tu me corriges, beaucoup de place ces dernières années, avec peut-être un peu moins de place pour le dessin. Mais maintenant, je comprends mieux. Tu disais, en fait, j'allais te poser la question, quelle était la place du dessin aujourd'hui? Mais tu as répondu peut-être en disant que tu avais finalement dit ce que tu avais envie de dire à ce moment-là. Et puis... Voilà, c'est ça. C'est ça, et que... Alors, je continue à faire des dessins pour moi. De temps en temps, je regarde un truc et j'ai l'idée du dessin dans la tête. Mais j'ai plus... Le dessin, c'est même pas le dessin. C'est le dessin pour les potes, le dessin pour rigoler, etc. Ça, j'en fais encore. C'est le dessin de presse. Mais parce que j'avais pris aussi du recul... du recul avec ce qui se passe. Ça me fait plus rire, mais je crois que j'ai vieilli, ou là, je sais pas, mais même quand je vois, tu vois, le Canard enchaîné, ou des trucs comme Charlie et tout, souvent, ça me laisse assez indifférent maintenant. J'en parlais avec Hussein aussi, lui aussi, c'est El Houd. Ça le laisse plutôt froid. Est-ce que je sais pas. Je sais pas. Donc, ça m'amuse moins. Et donc peut-être qu'avec ton prochain projet, où tu questionnes ton parcours en France, qui va aboutir sur un spectacle, peut-être que ça te donnera envie d'en faire aussi. Ah oui, j'ai pas fermé la porte. J'ai pas fermé la porte en me disant je ferai jamais plus rien. Ça y est, c'est fini. Non. C'est les combats aussi des fois qui te soit. Je sais pas ce qui nous attend dans les années futures, quoi. Donc, mais je pense que s'il faut de nouveau se battre, chacun ressortira ses armes. Moi, ça a toujours été mon petit crayon. Voilà, on essaiera de faire des choses, de se bouger, etc. Oui, mais n'empêche, tu étais un peu avant-gardiste parce que tu reprenais justement, tu décrivais ce changement, on va dire, de contexte politique en France, avec malheureusement une tristement célèbre phrase d'un homme politique français qui est « La France, tu l'aimes ou tu la quittes », que tu reprends dans une de tes planches. Ouais, je sais, j'y repensais il n'y a pas longtemps. Ouais. Et en fait, ton personnage, il répond mais moi, la France que j'aime est celle qui est riche de toutes ses cultures. » Alors oui, c'était ça. Alors, il y a ce truc. La France, déjà, c'était De Villiers, je crois, qui avait dit ça. Philippe de Villiers, qui avait dit « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ?» Et moi, je m'étais fait cette réflexion. J'avais dit « Quel slogan à la con moi, j'aime l'Algérie et pourtant, je l'ai quittée. » Donc déjà, et puis après, quelle France aimer? Oui, c'est ça. C'est ça. La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Okay. Ça, c'est laquelle? Celle que chante Renaud dans Hexagone? Celle que chante Diams dans C'est pas ma France à moi, cette France profonde? Ou celle que chante Jean Ferrat? Et moi, celle de Jean Ferrat, je l'aime. Hexagone, moi. Et là, c'est pas ma France à moi, cette fausse fronde de Diams, où elle décrit, en fait, et Renaud et Diams décrivent une France refermée sur elle-même. Il y en a une, c'est les années 90, Renaud, c'est les années 70, mais tu ressens les gens fermés sur eux, et t'as la France, ma France, que chante. C'est même pas la France, c'est ma France que chante Jean Ferrat, et je ne saurais pas, j'invite les auditeurs à la réécouter, mais c'est une très belle chanson sur tout ce qui est beau en France. Oui. En tout cas, voilà, tu avais déjà initié ce questionnement il y a quelques années, en tout cas, qui va peut-être aussi aboutir, comme tu disais, sur un nouveau projet. Mais oui, c'est hyper intéressant parce que tu es vraiment l'observateur de ton époque. Et
Je crois que le travail de dessinateur, ou d'humoriste, c'est de porter un regard. Tu prends un peu de hauteur et tu mets un peu d'humour sur l'époque dans laquelle on vit. Et tu te rends compte comme ça que toutes les époques ont leurs moments compliqués, leurs moments de joie, et qu'il faut juste apprendre et accepter que tout ça devienne différent avec le temps. Et en parler, ça fait du bien aussi, parce que ça permet peut-être aussi de mettre de la lumière sur... Oui, c'est bien d'en parler. Et puis ça laisse des traces, quoi. Parce que même pour nous, si un jour les enfants, en grandissant, veulent s'intéressent de plus en plus à d'où tu viens, papa, d'où vient maman, c'était quoi votre histoire. Quand ils arrivent, je sais que ma fille m'a fait la réflexion en me disant j'ai 28 ans, c'est l'âge où tu as quitté l'Algérie, quoi. Donc ça a résonné c'est à mon âge, l'âge que j'ai aujourd'hui, mon père il a quitté son pays pour venir s'installer en France, et encore ça va, je lui dis moi, c'était pas très compliqué. Beaucoup plus compliqué pour certains qui, quand ils quittent leur pays, moi je savais à peu près où j'allais, quoi. Et puis j'avais les papiers, j'avais la langue, j'avais les codes. Il y en a, ils arrivent. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout, c'est être né quelque part. Sur cette belle phrase, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Écoutez, ça fut un plaisir. Oui. Mais avant de finir, j'aime bien quand même proposer un jeu. Allez, vas-y. Un jeu de portrait chinois culturel pour mieux connaître l'invité, mais autrement. Donc, en fait, je commence des phrases et j'invite l'invité à les terminer. D'accord. On va commencer. Alors, si j'étais un livre, je serais... Une BD. Si j'étais un film, je serais... Un film d'animation. Si j'étais une musique, je serais... Tu parles au mec le plus arythmique de la Terre. Une chanson. Une chanson. Si j'étais un plat cuisiné, je serais... Ah, je passe là, Joker. Si j'étais une langue, je serais... L'algérien. Et enfin, si j'étais un pays, je serais... L'Australie. L'Australie. Merci beaucoup, Gibbs. C'est la ref. Faut avoir la ref. Pour l'Australie. Voilà, c'est ça. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. J'espère que cet échange permettra aux auditeurs de te connaître ou de te redécouvrir, tel un isthme entre l'Algérie et la France. Merci beaucoup, Karim. Merci, Assia. Ces partages sont précieux. Ils permettent de tisser des ponts entre les cultures, les langues et les mémoires. Ici, on croit que l'art est un lieu de rencontre, que le métissage culturel est une richesse et que nos différences sont une force créative. Continuons à écouter, à nourrir notre curiosité et à aller éternellement à la rencontre. Si cet échange vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode autour de vous ou à laisser quelques mots. C'est ce qui fait vivre ce podcast. À très bientôt dans ISM. Merci.